Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, merci de passer la prochaine heure de Rendez-vous nature avec moi. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Et est-ce que la chasse du chevreuil était bonne? Vous avez connu le succès? Je vous le souhaite que la saison de la chasse des grands gibiers se termine ce 23 novembre. Quand je parle de grands gibiers, je parle bien sûr du chevreuil, le cerf de Virginie. Sauf sur l'île d'Anticosti où la période de chasse se termine le 24 décembre. Le 6 décembre, dans les territoires organisés et structurés. Et la balance du mois, c'est pour les résidents de l'île. Et la chasse est en cours, je le rappelle, depuis le 1er septembre dans l'île d'Anticosti. À propos d'Anticosti, Port-Meunier a accueilli de la grande visite ce 21 novembre. La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, et la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis, Mme Catherine Champagne-Jourdain, ont été reçus par la mairesse de l'île d'Anticosti, Hélène Boulanger. Cette présence ministérielle, qui n'arrive pas souvent, s'expliquait donc par l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Port-Meunier. Cette semaine, à Rendez-vous nature, au menu, je fais le point sur la situation du caribou du parc de la Gaspésie. Parce que c'est l'emblème qui est toujours le plus emblématique. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé. Finalement, c'est le spécialiste des grands gibiers, Martin-Hugues Saint-Laurent, qui me ramène dans le dossier du caribou parce qu'il prononce des conférences, c'est ainsi, des conférences qui intitulent « La science au service de la conservation du caribou ». Mais pour lancer Rendez-vous nature, deux nouvelles qui concernent tous les chasseurs de grands gibiers de toutes les zones de chasse de la province. Un premier projet s'inscrit dans une suite logique à l'autorisation donnée depuis 2024 aux conducteurs de chiens de sang accrédités de posséder une arme à feu dans l'urgence. Je dis bien dans l'urgence de mettre fin à l'agonie d'un grand gibier blessé. Et le cœur du nouveau projet est de réduire le plus rapidement possible la durée des souffrances des bêtes mortellement atteintes. C'est deux choses complètement différentes. J'en parle avec Sébastien Deschênes, qui est le président de l'Association provinciale des conducteurs de chiens de sang du Québec. Et il pilote ce nouveau dossier qu'il vient justement de déposer auprès du cabinet du ministre responsable de la faune. Sébastien Deschênes, actuellement, le conducteur, suit le gibier blessé avec son chien. Son chien de sang au bout d'une longe ou d'une grande laisse. Et si le gibier est retrouvé blessé, avec son arme, il met fin aux souffrances. Mais le projet pilote que là, tu mets de l'avant, ça permettrait au conducteur de libérer son chien qui ne serait plus rattaché à lui. Quel est le travail entre un chien en longe et un chien qui n'est pas, qui est relié au conducteur? C'est quoi la différence entre les deux? C'est que toute recherche doit débuter en longe. Dans le fond, c'est que les conducteurs de chiens de sang, présentement, ils sont autorisés à utiliser un chien justement pour récupérer un gros gibier blessé, on le sait. Puis la recherche, elle débute toujours en longe. Donc, on va à la le gibier était blessé ou était tiré, on commence la recherche en longe, puis parfois on retrouve l'animal rapidement, la recherche est donc terminée à ce moment-là. Il y a d'autres occasions que l'animal malgré qu'il est blessé mortellement, se relève et prend la fuite. Là, à ce moment-là, nous, en tant que conducteurs de chiens de sang, avec les indices qu'on a, on doit prendre des décisions, on laisse du délai ou on pousse en longe. C'est ça qui est autorisé présentement au niveau du ministère de la Faune. OK. Nous, ce qu'on demande... Oui, continue. Nous, ce qu'on demande, dans le fond, au ministère, c'est un projet pilote pour tester l'action de la lâcher en situation terminale. Ça veut dire que lorsque les conducteurs vont avoir accumulé suffisamment de preuves ou d'indices qui nous permettent de dire que la bête va mourir dans un délai de plus ou moins long terme, le conducteur demande de pouvoir libérer son chien pour que le chien puisse prendre en poursuite le gibier et le mettre aux fermes rapidement. Et enfin, justement, pour réduire les souffrances de cet animal-là, le conducteur va pouvoir rejoindre son chien à l'aide de repérage GPS, puis justement d'abréger les souffrances de ce gros gibier-là. OK. Donc, ce que vous appelez, c'est un lâcher de chien de sang. Puis lorsque le chien retrouve le gibier, là, c'est une position ferme. Ça veut dire que là, il ne bouge pas, puis il attend l'arrivée du conducteur, c'est ça? C'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'on sait que là présentement, on a l'autorisation d'utiliser une arme à feu. Ouais. Certains conducteurs ont l'autorisation d'utiliser une arme à feu pour abréger les souffrances. Quand on arrive sur un animal qui est suffisamment affaibli, on est capable d'abréger les souffrances rapidement. Il est maintenu au sol, puis là, on peut faire le travail pour arrêter justement les souffrances.
Par contre, comme je vous dis, quand le gibier prend la fuite, ben là, le conducteur doit, si on veut, avec son chien, le poursuivre là, pour certains types de blessures, là, des tirs de patte, par exemple, des tirs d'omoplate ou des tirs de mâchoire, poursuivre cette bête-là pour essayer justement de tenter de la rejoindre et d'abréger ses souffrances. Ce qu'on s'aperçoit, dans le fond, avec les données qu'on a, c'est quand on fait ce type de pratique-là avec la longe, c'est que les délais de récupération sont beaucoup plus longs. Donc, les bêtes souffrent plus longtemps, puis des fois même, il y a des risques de perdre ces bêtes-là, justement, à la longue, de les poursuivre. Ouais. Tandis qu'avec le chien, on va être capable de savoir rapidement si la bête est suffisamment blessée pour éventuellement mourir. Donc, le chien va rejoindre la bête qui est suffisamment blessée, la mettre au ferme, puis après ça, ben, comme je vous dis, on peut justement diminuer grandement les temps de souffrance. Mais si je comprends bien, là, c'est que lorsque vous utilisez la longe, là, c'est parce que c'est un mauvais tir d'un chasseur, le coup n'est pas mortel et la bête s'enfuit. Là, tu parles il arrive que des chasseurs vont même tirer de face, puis ils vont atteindre la mâchoire de l'animal. C'est sûr que l'animal ne meurt pas sur le coup. Il y a d'autres occasions aussi de tirer sur l'omoplate. Là, le gibier va pouvoir se sauver. Mais tout ça, finalement, si les chasseurs se pratiquaient davantage, puis et qui savaient utiliser leur arme, puis qui avaient plus de respect envers le gibier, ça n'arriverait pas. Vous n'auriez pas besoin de recourir à ce type de méthode pour rejoindre un gibier qui a été blessé mortellement, mais que si vous ne le rejoignez pas, il peut vivre et agoniser pendant 2-3 semaines de temps. Ben, il y a plusieurs situations, Annie, je te dirais. C'est pas seulement des gens qui savent pas tirer ou ben non, qui prennent des mauvais tirs. Il y a aussi des erreurs. Hein? Parce qu'on sait que même si le chasseur il est bien intentionné, c'est pratiqué tout l'été, il arrive en situation de chasse, il y a du stress, il y a la végétation, ben ça peut arriver des fois qu'il y a une erreur justement qui se fait lors du tir. Puis nous, on est là pour intervenir. Fait que dans le fond, que ce soit une erreur ou volontaire ou pas, on le sait que ce soit pas volontaire, ben nous, on est appelé à intervenir, puis on doit faire tout ce qui est en notre possible pour justement récupérer cette bête-là. OK? Puis l'histoire qu'on veut apporter par rapport à la lâcher de chien, on s'entend, là, ce ne sera pas de lâcher les chiens à toutes les recherches. On parle d'un petit pourcentage sur l'ensemble des recherches. On parle de lâcher de chiens qui seraient utiles seulement peut-être à 20% ou 25% dans le cas pour récupérer certains types de blessures sur des gros gibiers blessés. Okay. On se comprend, là, faut vraiment se comprendre là-dessus que dans certaines situations, le délai va être encore à apporter, je veux dire pas apporter, mais à adopter comme prise de décision. On arrive, par exemple, sur une bête qui a une blessure à l'abdomen, ben, des fois, on est mieux de lui laisser un peu de délai, on revient, puis là, on est capable d'abréger ses souffrances. Par contre, sur des tirs de patte, des tirs de mâchoire ou de cou ou de fesses, si on donne du délai, ben on s'aide pas. Là. En tant que conducteur, on le sait, nous, avec les indices qu'on recueille, ben, à ce moment-là, il faut prendre d'autres options pour justement solutionner la recherche pour être capable d'arriver à récupérer cette bête-là là, pour le chasseur. Mais ça remet pas un peu en question cette mentalité ou cette façon de faire des chasseurs que lorsqu'ils vont cibler un gibier, un grand gibier, cerf, orignal, ours, on dit toujours qu'il faut attendre au moins une demi-heure avant de partir à l'arrière. Mais avec la longe, le temps d'attendre serait écourté à ce moment-là. Ben non. Dans le fond, le début, non. On considère vraiment les mêmes délais là, pour que le chasseur. Dans le fond, le chasseur doit attendre. Il tire sur une bête, la bête prend la fuite. Dans tous les cas, le chasseur doit donner du délai au gibier pour qu'il puisse se coucher. On espère qu'il puisse se coucher rapidement. OK? Parce que quand on part immédiatement en arrière du gibier, ben lui, il se lève puis il prend la fuite. Hein. Si le chasseur, il l'a relevé 2-3 fois puis il appelle un conducteur de chien de sang, ben nous, quand on arrive, le gibier est déjà méfiant, ça fait déjà quelques reprises qu'il a été relevé, puis là, le travail, parfois, peut être plus compliqué. C'est que, justement, pour éviter de courir 10-12 km en arrière d'un gibier blessé, qui est un peu mené de l'acharnement aussi, puis on ne veut pas que ça devienne ça. Fait que nous, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est qu'au lieu de courir 10-12 km, ben lorsqu'on relève le gibier, qui est, par exemple, une patte cassée, ben, au lieu d'essayer de le poursuivre en longe, qui est beaucoup moins rapide que laisser le chien faire son travail, ben là, à ce moment-là, justement, on arrive sur un gibier qu'on a relevé une fois, 2 fois, et là, il prend la fuite, ben le chien, lui, va le rattraper beaucoup plus rapidement, puis il vient bloquer l'espace. On appelle ça tenir le gibier au ferme. Il vient bloquer l'espace devant le gibier. Fait que là, au lieu d'avoir des recherches qui s'éternisent sur 10, 11, 12 km et plus, ben là, on vient justement pouvoir avoir la chance de récupérer des gibiers beaucoup plus rapidement.
qu'est-ce que ça donne? Ça donne une meilleure qualité de venaison, ça diminue grandement les délais de souffrance, puis ça diminue aussi les délais de récupération. Donc, les chasseurs sont moins patients, ils ont moins tendance à vouloir retourner à la chasse. Ouais. Quand le gibier est récupéré, ils apposent leur permis, la chasse est terminée pour eux. Oui, c'est ça, mais en même temps, ça protège la faune, parce que le gibier qui était ciblé et retrouvé, ben, ça évite aux chasseurs de continuer en disant on ne le retrouvera pas, puis tout ça, puis c'est ça, mais finalement, on le retrouve, puis donc la chasse se termine à ce moment-là. Mais juste pour être bien clair, tu disais tout à l'heure que le chien, le lâcher du chien, lui, il part, là, puis il doit partir à grande vitesse, merci. Mais le conducteur, lui, qu'est-ce qu'il fait pour suivre son chien? Parce qu'un chien va passer à travers des cordes d'arbres, à travers des arachies, à travers des chablis, puis le conducteur, lui, il va être beaucoup plus lent en arrière. Comment est-ce qu'il fait pour retrouver son chien? Ben, dans le fond, c'est ça. Lorsqu'il y a le lâcher de chien, là, dans le fond, le chien doit être muni d'un collier de repérage GPS. Donc, le conducteur de chien de sang, lui, il a une manette GPS, puis on est capable de voir le chien, OK, au cas échéant, là, on est capable de voir le chien est à 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, puis on sait la direction du chien. Fait que, dans le fond, le conducteur est capable de rejoindre son chien rapidement, justement, pour terminer le travail. Okay. Chaque chien, là, où ce qu'on leur demande d'avoir un projet pilote, dans le fond, les chiens, ça va des chiens qui vont être formés, puis des conducteurs qui vont être formés puis accrédités. C'est pas n'importe qui va pouvoir faire ce type d'exercice-là. Dans notre demande de projet pilote, on ne l'a pas encore reçu officiellement, mais dans la demande de projet pilote, ça va être 15 à 20 conducteurs et leurs chiens qui seront autorisés, qu'on l'espère qu'ils seront autorisés, pour pouvoir faire cette pratique-là. Et pour pouvoir justement faire cette pratique-là, ça prend des conducteurs de chiens de sang accrédités, puis qui ont le certificat de conducteur de chien de sang qui a été délivré par le ministère. C'est pas n'importe qui peut s'improviser là, dans ce type de pratique-là. Puis justement, chaque chien doit être équipé muni de collier GPS. Fait que c'est avec ça qu'on garde le contrôle en tout temps de notre chien. On arrive devant un obstacle, on doit rappeler notre chien. Ben, on est capable avec un bip sonore sur la manette. On appuie sur le bip, le chien entend ça, puis automatiquement, il revient vers son conducteur, vers son maître. Okay. Ça, les chiens sont entraînés à ça. Oui, donc c'est le même chien de sang, mais il reçoit une formation supplémentaire, comme le conducteur aussi va recevoir une formation supplémentaire. Mais lorsque le chien est lâché à lui-même là, en forêt, puis là, il décolle, puis là, il est dans le salle, puis tout ça, puis il réagit comment? Là, comment est-ce c'est quoi son comportement? Ben, le chien, là, les chiens qui sont justement siglés, là, qui ont vu le protocole là, de formation, qui ont de l'expérience, eux autres, ils vont le savoir. Là, ces chiens-là, dans le fond, puis leur maître, là, c'est accompagné de leur maître, ils vont le savoir que s'ils prennent en poursuite un animal qu'ils ne seront pas capables de rejoindre, automatiquement, ils reviennent vers leur conducteur. OK? Puis si, là, dans le fond, là, le gibier est suffisamment blessé, ben justement, là, il va y avoir un ferme. Des fois, c'est un ferme roulant qu'on appelle. C'est que le chien reste avec le gibier se déplace un peu plus tranquillement, puis à un moment donné, il y a un moment donné que le ferme prend, le gibier reste sur place, puis là, c'est ça l'objectif aussi, c'est de réduire justement les souffrances de ce gibier-là le plus rapidement possible. OK. Donc, le chien, lui, puis là, vous l'avez vu à l'œuvre, j'imagine, il y a eu, puis je sais qu'en Europe, ce genre de pratique est aussi en usage. Donc, le chien, lui, son mandat, c'est de retrouver puis d'immobiliser le gibier jusqu'à temps que le conducteur arrive. Exactement. En Europe, là, c'est une pratique qui est courante, puis il y a d'autres vieux pays là, dans le monde, il n'y a pas de problème, c'est des pratiques qui sont courantes. Puis au Québec, ben là, c'est ça. On veut tester cette approche-là avec nos gros gibiers, puis avec nos conducteurs accrédités. Donc, c'est pour ça qu'on demande un projet pilote là, pour pouvoir justement améliorer un peu le sort de ce gros gibier-là. Puis aussi aider les chasseurs justement à récupérer leur gibier, leur venaison. Mais c'était quoi l'élément déclencheur qui vous a permis à toi et à ton organisation de dire, ben là, ça nous prend ça, il faut qu'on dépose un projet pour avoir des lâchers de chiens, parce que là, il y avait trop de bêtes qui étaient blessées mortellement, puis qui étaient laissées en forêt, abandonnées tout simplement en forêt, puis là, il faut que ça arrête, parce que on le sait, à chaque année, on parle toujours de densité des grands gibiers, ça diminue, les coupes forestières, l'habitat s'en va. Donc, c'est pour pallier à tout ça, finalement. Là. Oui, exactement. Ben, nous, l'objectif, là, on avait un objectif ultime, justement, c'est de réduire les délais de souffrance. Là, je le répète sans cesse, mais c'est vraiment de réduire les délais de souffrance des gibiers et de les récupérer le plus rapidement possible. Avant ça, on s'entend, les recherches en longe, puis on n'avait pas le droit, justement, à l'arme à feu. Ouais. Après ça, on a franchi une étape avec le règlement de pouvoir, justement, abréger les souffrances de ces grands gibiers-là avec un arme à feu. Puis la troisième étape, c'est de pouvoir justement, dans certains cas de recherche qui sont plus compliqués parce que les blessures sont mortelles, mais à plus ou moins long terme,
ben là, c'est de pouvoir justement lâcher le chien. Fait que nous, dans le fond, en tant que conducteur de chien de sang, j'ai dit tous les automnes, le printemps aussi avec la chasse à l'ours, mais tous les automnes, il arrive des situations que on doit suivre, c'est ça, essayer de retrouver, de récupérer des gibiers qui sont blessés, qui sont malheureusement handicapés, soit par la mâchoire, par la patte. Des fois, ça peut être au niveau de la colonne vertébrale, peu importe, ils sont handicapés. Ils continuent à se déplacer en forêt, mais on le sait qu'ils vont, par les indices qu'on a, puis par l'expérience qu'on a, ils vont finir par mourir, comme on peut dire. Mais des fois, sans être récupérés par le chasseur et le conducteur. Fait que nous, le but de ça, c'est justement de pouvoir laisser moins de bêtes laisser pour mortes en forêt. On veut vraiment augmenter, améliorer nos chances de récupération, puis diminuer les délais. Puis si vous avez le hockey, donc l'expérience terrain devrait se faire dès l'an prochain, en 2026, mais là, est-ce que ça va être appliqué pour être en vigueur en 2027 ou dès 2026, vous allez pouvoir faire des lâchers de chiens de sang? Ben nous, c'est ça. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ce projet-là, l'élaboration de ce projet-là, du protocole. Donc, on aimerait ça que le ministère nous autorise dès la saison 2026, bien sûr, pour pouvoir justement avoir une première année de projet pilote lâché. OK. Donc, le projet pilote serait en 2026, mais l'application serait plus en 2027. Non, l'application au niveau du règlement, ça, on ne le sait pas. Là. C'est le gouvernement, c'est le ministère qui reste toujours chef là-dedans, dans ce niveau-là. Mais nous, ce qu'on espère, c'est vraiment qu'ils nous donnent l'autorisation de pouvoir démarrer le projet pilote dès le printemps 2026 là, durant la période de chasse à l'ours. Mais ceci étant, avant de terminer, Sébastien Deschênes, président de l'Association des conducteurs de chiens de sang, il y a aussi un autre projet là, qui vous intéresse, c'est que lorsque vous êtes en forêt, vous constatez souvent qu'il y a des actes, des infractions à l'endroit de la faune. Puis là, on voit parallèlement à ça qu'il y a une diminution des agents de protection de la faune, puis on assiste même à la fermeture de bureaux régionaux. Tout ça, donc, pourrait amener peut-être des conducteurs de chiens de sang à s'impliquer davantage, puis là, à jouer un rôle à ce moment-là de protecteur de la faune. Ça, c'est un projet qui est merveilleux, puis qui ne coûterait pas une scène au gouvernement. Exactement. Mais si les conducteurs de chiens de sang, là, en fond, ils pourraient suivre la formation d'assistant à protection de la faune pour pouvoir justement venir en aide, OK, quand je dis venir en aide, venir peut-être... En support, oui. En support justement aux agents de la faune, ou tout de moins acquérir des nouvelles connaissances pour pouvoir justement aider les chasseurs et les agents de la faune, les agents de la protection de la faune, justement à protéger nos gros gibiers. Ben, je pense que ça serait un plus pour tout le monde. Puis comme tu l'as dit, Ernie, ça coûte rien de plus au ministère. Puis on viendrait justement assurer une meilleure sécurité là, des gros gibiers, de nos gros gibiers. Mais c'est juste dans une région, tu rajoutes, mettons, je ne sais pas, une cinquantaine de conducteurs, donc ça devient aussi des auxiliaires de la faune. Donc c'est 50 de plus qui s'ajoutent aux gardes-chasse. Puis là, vous constatez, le conducteur de chien de sang constate l'infraction, avertit le service de protection de la faune qui dépêche à ce moment-là des agents accrédités pour finir la job, mais l'infraction aurait quand même été signalée. Puis là, les agents pourraient intervenir à ce moment-là. Je trouve que c'est une idée géniale. Puis ça, est-ce que ça se fait aussi en France ou ça va être unique au Québec? Oh, ça a coupé, Ernie, excuse. J'ai pas compris le dernier mot. Ouais, je disais, là, ce genre ce travail que vous voulez vous donner d'être auxiliaire de la faune et de venir en support aux agents de protection de la faune, est-ce que ça serait unique au Québec ou ça existe aussi dans d'autres pays? On parlait de l'Europe tout à l'heure pour les lâchers de chiens. Est-ce que ça existe aussi des chasseurs ou des conducteurs de chiens de sang qui sont aussi des auxiliaires aux gardes-chasse là-bas qu'on appelle toujours? Ouais, ça, je ne suis pas positionné pour le savoir. Là. Okay. Je connais pas ce qu'il fait dans les autres pays au niveau de l'assistant de la protection de la faune, mais je sais qu'au Québec, ça viendrait certainement en aide, justement, en support là, aux agents de la protection de la faune là, provinciale. Là. Ah, puis moi, je suis pas mal convaincu que les conducteurs de chiens de sang ne demanderaient pas mieux parce que des fois, ils doivent être frustrés d'assister à des actes sur le terrain là, qui auraient le goût d'intervenir, mais ils peuvent pas. Mais en ayant les pouvoirs de le faire, ben, ça sauverait aussi plusieurs situations où la faune est en danger. Alors donc, Sébastien Deschênes, président provincial de l'Association des conducteurs de chiens de sang, ben, merci de ta participation au Rendez-vous Nature. Vos projets de mettre fin rapidement aux souffrances des bêtes mortellement atteintes et de jouer un rôle actif dans la protection de la faune, ben, je pense que ça s'inscrit dans la logique. Ben, je te remercie, puis à la prochaine fois. Okay. Merci beaucoup, Ernie. À bientôt. Bye.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas parlé de la situation du caribou au Québec, surtout ceux de Charlevoix, et les plus populaires sont ceux du Parc national de la Gaspésie. Je ne parlais plus du caribou parce que il me semble qu'on vire en rond dans ce dossier, ça n'avance pas. Tout ce que Québec fait de plus pour favoriser la pérennité de l'espèce, ce sont des enclos pour protéger les troupeaux de caribou, favoriser la maternité, protéger les jeunes femmes. Et ça se passe donc à Val-d'Or, Charlevoix, dans le parc de la Gaspésie. Puis finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de caribous sont nés en enclos, parce que là, tout repose là-dessus, c'est la pérennité de l'espèce. Et si je parle de la survie du caribou, c'est parce que le spécialiste de la grande faune et professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, Martin Hugues Saint-Laurent, vient de prononcer une conférence sur la science au service de la conservation du caribou. Martin Hugues Saint-Laurent, avant de revenir sur le thème de votre conférence, d'après ce que je sais, d'après ce que je lis, d'après ce que j'entends, la situation du caribou montagnard comme celui qui est dans le parc de la Gaspésie, puis qui est quand même l'emblème du parc de la Gaspésie, il est toujours en déclin au moment où on se parle. Oui, le caribou de la Gaspésie est toujours considéré comme une espèce à statut précaire, donc espèce en voie de disparition à l'échelle fédérale, là, donc en regard de la loi sur les espèces en péril du Canada. Situation très précaire, même si le déclin a été freiné grâce à certaines mesures de conservation extrêmes, là, comme le contrôle des prédateurs et plus récemment la garde en captivité. Mais selon les derniers chiffres d'octobre dernier, le ministère responsable de la faune estimait le nombre de caribous en captivité dans le parc de la Gaspésie à 23. 7 mâles, 11 adultes et 5 femmes. Puis même avec des enclos, le déclin se poursuit parce qu'en 2022, on parlait de 34 individus. Ouais, le déclin a été freiné puisqu'il reste quand même des individus en nature. Donc, essentiellement, la harde est encore en situation précaire, un petit nombre, là, mais il y a eu des naissances en enclos qui ont stabilisé, là, qui ont ralenti le déclin puis qui ont permis d'atteindre une relative stabilité dans des bons nombres. OK, donc tous les caribous qu'on retrouve dans le parc de la Gaspésie ne sont pas en enclos, mais restent encore en liberté. On parlait de entre 30 et 40 caribous présentement au total dans la population, mais les chiffres exacts là, sont ceux du gouvernement du Québec là, que je n'ai pas avec moi pour l'instant. Puis le caribou, est-ce que c'est un animal qui se reproduit à chaque année, aux 2 ans, aux 3 ans? C'est quoi un peu C'est une très bonne question que vous avez là, parce que contrairement à nos deux autres cervidés qu'on a au Québec, à savoir l'orignal et le cerf de Virginie, le caribou a une capacité reproductrice qui est beaucoup plus basse. Donc, on peut penser là, que quand ils sont nourris à satiété, les cerfs peuvent donner jusqu'à 3 jeunes par femelle là, dans le cadre de l'aire de répartition. Les orignaux, de 1 à 2 jeunes, on voit des jumeaux là, de la gémellité à l'occasion. Quand l'habitat est très productif, mais les caribous, les femelles vont produire 1 ou aucun jeune dans une année. Donc, on sait, là, l'habitat est pauvre, la capacité reproductrice est basse. Donc, ces femelles-là, lorsqu'elles sont dénutries, elles vont faire une pause reproductrice d'1 an avant de réussir à reconstruire leur réserve corporelle
pour ovuler et compléter une gestation de nouveau. Ça, ce que ça signifie essentiellement, c'est que si cette femelle-là meurt dans l'année, elle n'a pas produit de jeunes pour se remplacer, on pourrait dire comme ça. Donc, ça prend pas beaucoup de prédation supplémentaire pour projeter une population de caribous vers le déclin. Mais quand le ministère a initié il y a quelques années une prédation, je dirais, accélérée là, sur les coyotes et les ours, moi, on m'a toujours dit, d'après des anciens collègues, pas des collègues, mais des informateurs qui étaient spécialisés en biologie, que, exemple, comme le coyote, lorsqu'il est en situation de diminution, donc les portées sont moins grandes en raison d'une foule de facteurs, le coyote va produire plus de petits pour relancer un peu la meute. On risque tout simplement d'augmenter le nombre de coyotes. On a plusieurs évidences un peu partout dans la littérature comme quoi une population de prédateurs qu'on abaisse en nombre, ces prédateurs résiduels vont se partager la quantité de ressources disponibles entre moins d'individus et cette augmentation-là de l'énergie acquise va faire qu'on va réallouer de l'énergie souvent dans la reproduction. Donc, oui, ce que vous dites là est vérifié dans plusieurs populations, pas spécifiquement dans la population de la Gaspésie, mais on sait essentiellement que c'est quelque chose qui existe. Et on peut s'attendre à ce que ce soit ce qui explique le fait qu'on fait du contrôle de prédateurs depuis 30 ans avec une intensité de plus en plus grande et que malheureusement, on n'est toujours pas en mesure de réussir à prendre le dessus sur les populations d'ours et de coyotes. On est toujours au même point, mais Bonhomme, Alain, peut se capturer combien d'ours et de coyotes dans le parc de la Gaspésie? Les chiffres officiels du gouvernement du Québec ont peut-être été rendus publics, là, mais on peut penser là, à quelque part entre 30 et 50 prédateurs par espèce, dépendamment là, de l'efficacité annuelle, dépendamment de l'intensité de l'effort qui est investi. Et c'est ça depuis plusieurs années. Donc, ça témoigne du fait que la péninsule gaspésienne est rendue un site de choix qui permet d'investir davantage d'énergie dans la production de prédateurs qui vont déborder dans le parc de la Gaspésie. Mais là les enclos, là, c'est comme un plaster sur le bobo du déclin. Puis la perte de l'habitat, les coupes forestières, la prédation qu'on vient de parler, ça demeure toujours. On peut ajouter même certains sports ou du tourisme hivernal qui viennent s'ajouter au déclin. Puis là, on vient aussi d'ajouter les changements climatiques. Donc, ce pauvre caribou, il est pris de toutes parts. Il n'y a pas beaucoup de chances de survie, finalement. En fait, il y a plusieurs pressions qui s'accumulent, effectivement. Les pressions les plus importantes sont celles qui, transfigurent la relation entre l'habitat, les prédateurs et le caribou. Donc, le rajeunissement de la forêt par l'aménagement forestier, le dense réseau routier qui facilite les déplacements des caribous, mais surtout de leurs prédateurs et qui font en sorte que les prédateurs deviennent plus efficaces. Mais par-dessus ça, vont s'ajouter tout plein de petites pressions comme le dérangement par les skieurs hors piste, le dérangement par les randonneurs à certaines périodes de l'année, certains parasites aussi qui existent dans la population, et au final, avec les variations interannuelles de la rigueur du climat, de la productivité en ressources alimentaires, le caribou est dans une situation qui est très précaire. Donc, quand on dit est-ce que les enclos, c'est un plaster sur le bobo, moi, je dirais plutôt qu'on est aux soins intensifs. Je dirais plutôt qu'on est dans les mesures extrêmes pour s'assurer de ne pas perdre la harde et d'avoir la capacité de la reconstruire. Donc, c'est ce qui explique présentement tous les efforts qui sont faits à garder cette population-là en place, parce que si on avait arrêté le contrôle de prédateurs, si on n'avait pas utilisé d'enclos, en fait, plusieurs de nos modèles soulignent qu'on aurait eu une disparition de la harde d'ici quelques années, puis on ne peut pas se permettre ça. Cette espèce-là, elle est légalement désignée, elle est protégée par 2 lois, puis on se doit d'agir. Bien, il y a eu des coupes forestières, bien sûr, puis il y a des nouveaux parterres de repousse, finalement, là, mais cette repousse sert surtout les orignaux et les chevreuils. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le parc de la Gaspésie, mais ça sert surtout les orignaux, mais ça aide pas au caribou. Le caribou ne se nourrit pas. Le caribou a besoin d'une vieille forêt puis pour manger ce qu'on appelle ou ce que vous appelez la mousse de caribou. Puis ça, il n'y en a pas. Il y a trouve où sa nourriture actuellement? Ouais, ce sont les gens du ministère qui fournissent la nourriture dans les enclos? En fait, la question que vous avez là, elle est très intéressante parce que
Elle nous rappelle que on a longtemps placé le caribou comme étant un spécialiste qui ne peut manger que du lichen. Ouais. Mais la réalité, c'est tout autre. En fait, on a fait plusieurs études sur l'alimentation du caribou versus celle de l'orignal dans le parc de la Gaspésie. On se rend compte qu'il y a des ressources qui sont partagées. On se rend compte qu'il y a des ressources qui sont différentes, surtout parce qu'ils utilisent des secteurs différents en altitude, donc des types de végétation différents. Mais les caribous ont la capacité de digérer ce que l'orignal mange. Souvent, ils vont manger autre chose parce qu'ils vont essayer d'éviter les secteurs où orignaux, ours et coyotes sont. Donc, c'est vraiment une conséquence de leur utilisation de l'espace qui fait ça. Dans les enclos, le gouvernement du Québec nourrit avec le support de conseils de vétérinaires, nourrit les caribous avec tout ce qui est nécessaire là, pour leur croissance. Et ces individus-là sont en parfaite santé, en fait. Les femelles sont productives et c'est ce qui est très intéressant puisque ça va vraiment dans la bonne direction pour rétablir la harde. Mais c'est sûr et certain qu'avec les densités d'orignaux qu'on a là, il y a une compétition par exploitation. Il y a une compétition par interférence aussi qui limite la capacité des caribous à rebondir, puisque la péninsule gaspésienne est devenue le paradis de l'orignal. Mais le but des enclos, c'est de protéger les femelles et les enfants caribous des prédateurs. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus un moyen permanent. Il ne faut pas faire du parc de la Gaspésie un zoo où les gens vont aller voir les caribous dans leur enclos. En fait, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas en faire un zoo qui va rendre les caribous disponibles aux dérangements humains. C'est vraiment pas l'objectif. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas rétabli un équilibre dans la densité des vieilles forêts par rapport à celle des jeunes forêts coupées, on ne sera pas en mesure de réussir à enlever le respirateur artificiel sur notre population. Donc, les enclos sont là fort probablement pour plusieurs années, voire plusieurs décennies, tout comme le contrôle des prédateurs. Mais pour que ça puisse un jour cesser, il faut rétablir cet équilibre-là entre les vieilles forêts et les jeunes forêts. Puis ça implique de ralentir la coupe dans certains secteurs, de restaurer de la forêt sur les chemins forestiers qu'on souhaite fermer et de laisser cette forêt-là croître. On ne peut pas tirer sur la tête des sapins et des épinettes pour les faire grandir plus vite. Donc, il faut vraiment leur laisser le temps. Et pendant ce temps-là, on n'aura pas le choix. Il va falloir s'occuper de nos prédateurs puis garder nos femelles loin des prédateurs et leurs jeunes, surtout pendant la fenêtre de grande vulnérabilité à la prédation. Les caribous, les prédateurs, les orignaux, les ours, tout le monde vont tendre à utiliser les chemins ou les sentiers lorsque ça leur facilite la vie pour franchir certaines tranches d'altitude ou autres. Mais surtout, on a montré que ours comme coyotes utilisent les sentiers de randonnée puis les chemins forestiers pour augmenter leur vitesse de déplacement, patrouiller davantage de territoire et chasser. Et donc ça, c'est confirmé en fait à l'échelle internationale. Puis l'accès au sommet est moins fréquent dans les secteurs qui ne sont pas pourvus de sentiers ou de chemins. Donc il y a vraiment là une base scientifique solide qui montre que on doit réussir à abaisser la densité de chemin. Il y a plusieurs travaux de recherche qui ont été faits sur les meilleures manières de le faire, puis ultimement, on est rendu maintenant à quelque chose qui fonctionne bien. Mais pour ça, il y a un enjeu d'acceptabilité sociale, parce que tout le monde veut garder le chemin qui les amène dans la couette de bois où ils chassent, où ils se sont fait un camp, où ils vont pêcher ou trapper. Donc, l'accès au territoire, c'est quelque chose qui est difficile à enlever une fois qu'on l'a octroyé. Mais on ne sera pas en mesure de réussir à sauver le caribou si on garde une densité de chemin aussi élevée que celle qu'on a en Gaspésie. Là, par secteur, il y a des endroits où on a jusqu'à 2 km de chemin par kilomètre carré de territoire. C'est complètement démesuré. Oui, c'est quadrillé de toutes parts. Puis tout ça nous ramène finalement au thème de vos conférences, la science au service de la conservation du caribou, où la science peut vraiment apporter une contribution pour contrer ce déclin-là qui demeure omniprésent finalement. En fait, la science est en mesure de répondre à plusieurs questions pour essayer d'identifier exactement les leviers sur lesquels on devrait jouer, les niveaux de coupe qui sont tolérables. Est-ce qu'on a un enjeu génétique dans cette population-là qui limite la capacité de rebond de la population? C'est la science qui aurait été en mesure d'identifier l'ours et le coyote comme des prédateurs potentiellement problématiques. C'est aussi la science qui était en mesure d'identifier les modes avec lesquels on devrait faire une cohabitation avec les skieurs hors piste. Il y a énormément... C'est la science aussi qui est en train d'éclairer le gouvernement du Québec sur les impacts réels que les épidémies de TBE ont sur le trio coyote,
caribou et ours. Donc, ultimement, cette science-là qui est faite dans les universités ou en collaboration avec les gens des ministères ou même directement dans les ministères, c'est quelque chose qui permet d'avoir une prise de décision qui n'est pas dénuée là, de fondements empiriques, là, d'évidence. Puis je vais terminer là-dessus. Est-ce que, honnêtement, le caribou de la Gaspésie et d'ailleurs a des chances de survivre et d'assurer une pérennité pendant des décennies à venir? Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. On sait quoi faire. OK? Maintenant, le gouvernement du Québec a pris ça davantage au sérieux dans les dernières années en déployant des moyens financiers pour des enclos, pour accentuer le contrôle des prédateurs, etc., etc. Donc, on sait quoi faire. La question, c'est est-ce qu'on a le leadership de changer les choses, entre autres sur le plan politique? Est-ce que la population est prête à accepter des changements aussi dans le mode d'utilisation des terres? Ça, c'est la question qui est la plus importante. Et cette question-là, elle fait référence davantage à des enjeux sociopolitiques et économiques qu'à des enjeux scientifiques sur le plan environnemental. Puisque sur ce plan-là, le caribou est une des espèces animales les mieux connues au Canada. Puis je dirais que le caribou de la Gaspésie est une des populations de caribou les mieux étudiées au Canada. Donc, on en sait largement suffisamment pour agir. Le frein, pour l'instant, il est davantage politique. Alors, donc, il y a de l'espoir, mais il faut faire un peu plus de politique, plus de pression politique. Exactement. Donc, Martin-Hugues Saint-Laurent, spécialiste de la Grande Faune et professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Je vous remercie pour toutes ces informations. L'espoir demeure et on va l'entretenir. Merci beaucoup, puis je vous dis à une prochaine fois. Excellent. Bonne journée. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, Alexis Nantel, qu'on connaît sous le nom de Alexis le Randonneur, qui est aussi depuis 4 ou 5 ans maintenant notre chroniqueur attitré à Rendez-vous Nature. Donc, Alexis, tu nous parles de randonnée cryogénique. Ouais, je vais te démystifier tout ça parce que c'est une tendance en réalité là, de mêler randonnée pédestre et des bains en eau glacée qu'on appelle aussi du cold dipping. Là. Okay. Ça connaît vraiment ça, un regain de popularité, notamment au Québec et dans plusieurs régions nordiques. Mais même si la pratique n'est pas nouvelle, ça attire quand même de plus en plus d'adeptes en quête de défis physiques, de bien-être mental et de connexion aussi avec la nature. Mais pourquoi justement cette connexion ou cette combinaison randonnée pédestre et bain d'eau glacée, pourquoi c'est aussi populaire? Ouais, ce qui ressort, c'est que les gens veulent se pousser. Hein? C'est le dépassement de soi d'abord. Okay. On veut s'immerger dans une eau glacée. C'est une épreuve. Hein? Ça demande du courage, une gestion mentale du stress. On va aussi faire des techniques de respiration. C'est vraiment le contraste entre l'effort physique, le choc thermique là, qui va créer un sentiment qu'on dit de victoire, d'accomplissement selon les sondages. C'est quand même pas banal. Oui, mais il doit y avoir des bienfaits sur le corps. Oui, l'eau froide, ça provoque un resserrement des vaisseaux sanguins. Ça va réduire l'inflammation, ça favorise la récupération musculaire, d'où l'intérêt pour les randonneurs et les sportifs là, de façon générale.
Il y a aussi la stimulation du système immunitaire. Quand on s'expose au froid là, de manière contrôlée, ben, ça entraîne une production aussi accrue des globules blancs. Et ça renforce notre défense du corps. Donc, c'est la preuve que jouer dehors, ça nous aide à combattre les virus. Et il y a l'effet, bien sûr, ce qu'on connaît le plus, énergisant, le bain glacé là, qui booste la circulation sanguine et qui libère des endorphines. Là, et ça nous apporte une sensation de bien-être et de vitalité quasi instantanée. Pour profiter de tous ces bienfaits, tu dois baigner dans l'eau glacée pendant combien de temps? Ben, on y va graduellement quand même. Okay. Donc, on commence souvent par de petites périodes et on va allonger avec le temps. Il y a toutes sortes de choses qu'on doit prendre en considération. On veut pas faire ça tout seul parce que, bon, l'hypothermie est quand même pas toujours loin. C'est un choc thermique. Il y a des risques réels. Et après ça, ben l'idée, c'est d'avoir des vêtements secs aussi avec soi. Une fois qu'on est sorti de l'eau, on veut pas le remettre les vêtements qu'on avait mouillés là, dû à notre exercice aérobique. Donc, on va se mettre vraiment des vêtements secs sur la peau directement. Ça va aider. C'est vraiment un retour aux traditions ancestrales. Hein? Ouais. C'est une pratique qui a des racines anciennes. Il y a les Scandinaves, évidemment, qui alternent le sauna avec les bains glacés depuis des siècles. Mais de notre côté aussi, il y a les peuples autochtones d'Amérique du Nord qui pratiquaient ce genre d'immersion-là, froide, dans l'eau froide pour fortifier le corps et l'esprit. Et là, ben, c'est cette philosophie qui revient en force avec la popularité de gens comme Wim Hof, entre autres, qu'on appelle The Iceman, qui, lui, a popularisé les bienfaits de l'exposition au froid à travers ses plateformes de médias sociaux. Puis, quel est ce besoin, finalement, de connecter avec la nature dans un monde qui est de plus en plus numérique? Et là, on revient à nos ancêtres. Puis là, j'ai des images où on voit des gens sortir d'un trou dans un lac. Là, puis là, ils se fouettent même avec des branches de je sais pas trop quoi pour réactiver la circulation sanguine. Mais pourquoi on a besoin de ça maintenant, là, aujourd'hui, en 2025? Là? Ben, je pense que les gens ont beaucoup besoin de ralentir, de s'ancrer dans l'instant présent, de se reconnecter aussi à leur environnement. Quand on fait ça dans un lac ou une rivière, là, c'est vraiment une expérience sensorielle qui est unique. Si vous avez la chance de le pratiquer, ben, je vous le souhaite. Il y a des endroits au Québec où c'est possible de le faire si vous faites des recherches sur Google pour pouvoir le pratiquer. Mais c'est vraiment un mélange de l'intensité, le silence du froid qui amplifie la perception de la nature. Puis les gens sont vraiment à la recherche de ça. Mais j'imagine que si tu nous en parles, c'est parce que toi-même tu l'as expérimenté. Ben, écoute, je l'ai expérimenté à travers justement des spas organisés scandinaves, mais je ne l'ai jamais fait encore en randonnée. Je vais te dire, je suis un peu pissou, moi, de l'eau puis de l'eau froide encore plus. Ouais. Je dis pas que je le ferai jamais pour l'expérience et peut-être en parler de mon point de vue personnel, mais c'est pas quelque chose qui, de prime abord, m'attire vraiment, je te dirais. OK, donc c'est encore sur ta bucket list, c'est pas coché encore, là. Non, c'est pas coché. En fait, ce n'est pas sur ma bucket list. Même pas. mais dis-moi, tu me parlais tout à l'heure de Wim Hof. C'est qui ce personnage-là? Ben, Wim Hof, c'est un type qui vient des Pays-Bas, qui a vraiment remis ça de l'avant là, avec de magnifiques vidéos puis des vidéos explicatives. Il est présent sur TikTok et Instagram. Donc, c'est vraiment en partageant ses expériences qu'il a amené des gens à devenir adeptes de ça puis que le phénomène s'est amplifié, comme beaucoup de choses d'ailleurs le sont à travers les médias sociaux. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, maintenant, ça donne davantage à ça. Et que l'expérience est offerte aussi dans plusieurs endroits où ça ne l'était pas avant. Par exemple, il y a des endroits où on peut aller faire du traîneau à chien qui vont offrir ce type d'expérience-là. Il y a des endroits où on va aller faire du yoga qui vont offrir ce type d'expérience-là. Même chose pour les endroits où on a des randonnées organisées. On va ajouter cette expérience-là en surplus. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une demande pour ça. Mais j'imagine, je sais pas, il doit y avoir aussi une question de constitution du corps. Moi, je sais bien que on me dit toujours que j'ai été bâti sur un frame de chat. Alors, j'imagine que pour les plus minces, c'est pas très souhaitable, j'imagine, parce que tu gèles rapidement plus que quelqu'un qui est en surpoids, disons, là. Ben, j'imagine qu'il y a un effet inévitablement sur le corps du fait qu'on ait plus ou moins de graisse, mais il y a quand même le choc, là, puis la durée va aussi faire cette différence. Peut-être que quelqu'un qui est un peu plus gras va pouvoir rester un peu plus longtemps pour obtenir le même effet.
Mais il est clair qu'il faut le faire de façon organisée et planifiée et de ne pas se lancer n'importe où dans un lac ou une rivière. D'abord, il y a le froid, mais il y a aussi parfois les rapides, le courant. Donc, il faut faire très attention. C'est pas n'importe qui peut s'aventurer à le faire de n'importe quelle façon non plus. Il y a quand même l'aspect sécuritaire qui doit primer. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver des endroits ou des entreprises qui offrent ce type d'expérience au Québec? Ouais, je vous dirais, vous pouvez aller sur Aventure Écotourisme Québec, le site web. Il y a des offres là, selon les régions, puis vous allez pouvoir trouver des gens avec les mots-clés, là, des organisations qui offrent ce type d'expérience-là. Puis comme je le mentionnais, évidemment, Google reste un bon allié aussi dans ces cas-là. Là, si vous faites des recherches pour bain glacé ou cold dipping ou randonnée cryogénique, vous allez trouver une offre là, selon votre type de région. Puis peut-être ailleurs si vous désirez un petit peu explorer le Québec. Voilà, puis peut-être qu'une prochaine chronique, tu nous parleras de comment tu as vécu cette expérience. Mais ceci étant, Alexis, on te connaît pour ton grand cœur aussi. On sait que tu es un pro du plein air, mais on te connaît aussi pour tes implications dans plusieurs causes. Et là, actuellement, tu organises une immense collecte de fonds pour la Fondation du cancer du sein. Donc, c'est pour le cancer du sein au Québec, bien sûr, et ça va se passer au Maroc. Puis là, vous allez effectuer l'ascension du plus haut sommet d'Afrique du Nord. C'est tout un périple là, qui s'en vient, là. Ouais, je suis bien content que tu m'en parles parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Moi, ma grand-mère, ma grande-tante ont tous été affectés par le cancer du sein. Et puis là, je m'implique avec l'organisation pour amener des gens relever ce défi au Maroc de grimper le mont Toubkal dans le Haut-Atlas, un petit peu au nord de Marrakech, dans les montagnes. Donc, c'est le plus haut sommet nord-africain, comme tu le mentionnes, 4000 mètres. Ouais. Donc, une première expérience peut-être de la haute altitude, mais c'est un beau voyage pour s'introduire d'abord à la culture marocaine, la culture berbère particulièrement, mais aussi au niveau de la randonnée pour faire quelque chose qui vraiment va nous sortir de notre zone de confort tout en demeurant, somme toute, sécuritaire et bien encadré parce que je ne serai pas seul. Il va y avoir évidemment l'équipe locale là-bas avec des guides et un autre guide québécois qui va m'accompagner. Et on continue bien sûr de te suivre tes aventures pour le plein air et les différentes randonnées en visitant le site alexislerandonneur.com. Merci, salut, à bientôt. Plaisir, bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay, propriétaire de la Pauverie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour Denis. Simon, quel indice qu'un chasseur d'orignal peut retrouver sur le terrain pour lui aider à obtenir le succès? Une question un peu large parce que ça dépend de la période, ça dépend des choses. C'est sûr que, écoute, là, quand on est en période de rut, on trouve une souille qui sent,
qui sent fort, ben écoute, là, il est à côté de toi, il est autour de toi. C'est ça. Il faut qu'elle sente, là, parce qu'une souille de 24 heures, de 48 heures, ça sent plus beaucoup. Puis la souille, là, ils la réutilisent pas des tonnes de foie. Là, ils font du foie, là, vraiment, là, ils pissent dedans, puis là, ils se vautrent là-dedans. Là. Écoute, quand l'endroit où la souille allait, c'est sûrement un endroit là, qui est le cœur du comportement d'accouplement. Puis ça, c'est sûr que c'est très chaud quand tu trouves ça. C'est réellement l'indice la meilleure. En tout cas, moi, toutes les fois que j'ai vu une souille fraîche dans mon territoire, j'ai toujours vu l'ornial en dedans de 1000 pieds à l'entour de la souille. Toujours. Ouais. Pas nécessairement récolté, mais tu le vois quasiment à coup sûr en dedans de 1000 pieds. Fait que là, tu trouves une souille qui pue, regarde, ouvre-toi les yeux parce qu'il est à l'entour. Il est pas loin. Mais à quelque part, je te dirais que quand tu es rendu à trouver la souille de même, t'es avancé beaucoup dans ton terrain. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'en périphérie de la souille, il va y avoir une succession de robes. De frottage, un pété, un autre arbre pété, un autre arbre pété, un autre arbre pété. Puis là, de ce côté-là, du chemin, on en a vu, puis l'autre là-bas, on en a vu. Puis, regarde, là, c'est le site que ça se passe. Ouais. Moi, à partir de quand j'ai ce réseau de robage-là, là, j'attends la baisse condition, là, le soir ou le lendemain matin. Puis là, je vais aller attaquer avec des vocalises en me plaçant à bon vent. Okay. Puis je sais que là, moi, dans la période de rut, je suis assez agressif. J'attends pas longtemps. Là. Ça veut dire que quand je cale, OK, j'identifie. Là, j'ai commencé femelle, j'identifie. Hop, j'entends une femelle. Oups, une autre femelle, là, j'entends une femelle. Là, elle est en chaleur. À un moment donné, bouf, une fois. Je m'approche, bouf. OK, là, je le localise bien. Je fais un peu de palette. Il fait de la palette, je refais un peu de palette. Il fait de la palette, il refait un peu de palette. Je monte dessus. OK. C'est fini. Je niaise pas, j'attends pas qu'il vienne. Okay. Je monte dessus. Comportement normal de l'orignal. Ça va souvent être ça. Lui, il est installé avec sa femelle. Puis là c'est le rituel amoureux. Puis là, il y a un compétiteur qui arrive. Là, la réaction est rapide. Okay. Puis des fois, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est quand j'attends trop longtemps pour réagir, ben là, l'amoureuse, elle s'éloigne, puis elle l'appelle, puis on s'en va, puis plus rien. Fait que moi, quand je les ai en contact, là, je les lâche pas. Si tu calls, t'as pas de réponse. Le meilleur signe, on parle en période de rut, là. On est entre le 22 septembre puis le 5 octobre, là, ben, là, c'est sûr que c'est ce qu'on recherche, les robes, les souris. Si on est avant le rut, y a-t-il des indices qui sont plus avant ou après? C'est sûr que c'est une question qui est large. Là. Avant le rut, ben là, c'est les frottages là, qui sont moins des robes agressifs. C'est plus dans les zones. C'est perdre des velours dans les zones, c'est brassage de feuillage, des zones, tout ça. Ça, c'est signe que quelques mâles. Les mâles sont souvent ensemble dans la période pré-cale. Là. Ouais. On est avant le 18 septembre. Là, ici, ça va perdre des velours, puis les mâles sont ensemble. Mais là, même des fois, tu trouves des bouts de lambeaux. Oui. Quoi qu'il les mange, c'est rare que tu trouves ça parce qu'ils les mangent, mais ça veut dire qu'ici, dans le coin, il y a des mâles qui cornagent, fait que c'est un endroit pour attaquer. Okay. Puis après ça, ben, tu auras toujours, peu importe quand dans la saison, avant, après, le broutage. Là, les empreintes, mais le broutage. Moi, le broutage, je trouve que ça parle beaucoup. C'est une branche, elle est cassée. Ah, ça l'a 3-4 jours. Oh, ça l'a 6 heures ou 24 heures. Oh, puis là, quand tu en trouves beaucoup, ben j'étais allé tantôt me promener une place qu'on n'avait pas chassé beaucoup dans le 16, puis ils sont arrivés là, dans l'érable rouge, tout est cassé, le son là. Si j'avais un orignal à le faire tuer, là, c'est une place j'irais. OK. Ouais. Toi, tu as les empreintes que le monde néglige, mais quand quelqu'un s'est identifié une empreinte fraîche, c'est bon, tu sais. Si tu fais ce qu'il y a des empreintes, il y a de l'ornial, puis tu as des chances d'en avoir. Oui, c'est sûr. Ouais. Une place comme à Pauvoirie, c'est embêtant les empreintes parce que le terrain est très dur, les rocheux, beaucoup. Terrain dur aussi. Les empreintes, c'est souvent juste des pointes. Il faut développer sa vision. Là. En camion, là, tu peux vite faire le tour de la zone et dire qu'il n'y a pas d'empreinte, alors que quand tu débarques, pointe. Ça, c'est une pointe fraîche, ça, c'est une vieille pointe. Ouais. Puis, c'est sûr que c'est pas dur partout, mais souvent, on reconnaît que le terrain est dur. Merci, Simon, de tes trucs. Merci beaucoup, Denis. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Et c'est ainsi que se termine notre rendez-vous nature de cette semaine. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Et quand même, aux amateurs de petits gibiers comme la perdrix, la petite chasse se poursuit encore, hein, si vous savez, jusqu'au 15 janvier. Et, dans la majorité des zones, je crois que les territoires sont encore accessibles. Vous savez, généralement, j'ai des informations qui me proviennent d'informateurs qui sont généralement bien informés. Eh bien, la règle encadrant la chasse du petit gibier pourrait changer en 2026, à moins que le nouveau plan de gestion soit en vigueur avec la chasse de l'automne 2026. Le moment précis de l'annonce qui inclura les informations sur les modifications ou le renouvellement des modalités actuelles demeure à déterminer, mais celle-ci devrait avoir lieu vers la mi-décembre. Donc, c'est à suivre. Et j'apprenais cette semaine que Québec projette de construire 200 éoliennes au Bas-Saint-Laurent, investir 4,5 milliards. Selon le premier ministre Legault, l'acceptabilité sociale est acquise. Mais comment on peut parler d'acceptabilité sociale si le tracé n'est pas encore connu? Puis je l'ai dit, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans que je dis et que je répète, entre le fleuve et le Nouveau-Brunswick, le corridor de verdure qui sépare les deux n'est pas large. Puis dans ce corridor-là, comme entre autres au Bas-Saint-Laurent, on retrouve les Écouen, la ZEC-Chapet, on retrouve la ZEC Bas-Saint-Laurent, on retrouve la réserve faunique de Rimouski, on retrouve la Pourvoirie de Chasseur, on retrouve la seigneurie Métis, on retrouve la seigneurie Nicolas-Rioux, la réserve du Chénier. Est-ce que le tracé va passer dans ces grands territoires fauniques? En tout cas, moi, j'avise maintenant tous les gestionnaires concernés de ces territoires. Informez-vous parce qu'on risque d'avoir des surprises. Ceci étant, on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal le soir, et sur Balado Québec et sur YouTube, et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux le soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Faites attention à vous et à vos proches. Ici Ernie Wells. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Actuellement, je vous dis que dans un mois, on sera rendu à Noël. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.